Pour découvrir l'univers de nos sols et mieux les connaître, je suis partie à la rencontre de paysans inspirants. Chacun à leur manière, ils ont su comprendre, respecter et travailler leur sol de façon durable, avec des résultats souvent bien supérieurs à l'agriculture intensive. Issu d'une famille vigneronne, Benoît ne suit pourtant pas les sentiers battus et se nomme lui-même vigneron irréductible. Loin de ce que l'on lui a dicté à l'école ou des obligations des labels, il trouve lui-même les méthodes les plus résilientes et les plus profitables à tous les écosystèmes pour produire un vin biologique et reconnu. Dans ma famille, il y avait deux extrêmes, on va dire. Il y avait mon côté paternel, qui était très proche de la nature. Et de l'autre côté, j'avais mon grand-père maternel, qui lui était plus dans la plaine et faisait beaucoup de raisins de table. Il désherbait beaucoup. Et moi déjà, là, à cette époque-là, je n'aimais pas ces produits-là. De par mon, on va dire, ma réticence, ou peut-être parce que j'étais un peu trop délicat, je ne sais pas, j'ai été amené à apprendre à travailler de mes mains et à éviter tous ces produits. Voilà. Donc ça, c'était vraiment quand je travaillais avec mes grands-parents. Après, on a un peu grandi, on a un peu évolué. Et ça a été pareil, quoi. À la maison, je n'utilisais pas les produits. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir un peu en stage. Hein. Je suis allé chez des personnes qui travaillaient en bio, qui faisaient du vin en bouteille, des choses qui étaient très bonnes. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui ont poussé voilà, un peu très loin. Et je me suis dit, mais finalement, on peut faire. Et donc quand je suis revenu chez moi, ici, j'ai compris que dans ma famille, finalement, comme on était les enfants, on peut reprendre la suite. Il y en avait certains qui ne voulaient pas évoluer. Donc j'ai préféré partir et j'ai créé mon domaine tout seul avec mes convictions en disant pas de chimie. J'étais on va dire en bio conventionnel, hein, donc j'employais du soufre, du cuivre. Hein. Le bio conventionnel aujourd'hui, pour moi, on va toujours encore dans le sens de Monsanto, de Bayer, on va dans le sens de ce qu'impose l'Europe. On a le droit d'employer du soufre dans les vignes ou en agriculture. Ce sont des résidus de l'industrie pétrochimique. C'est quand même grave. On continue à sponsoriser tout ça. Voilà. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? On prend du soufre volcanique qui coûte très cher, qui n'est pas forcément bien dosé, et on continue à aider l'esclavagisme, parce que ces pauvres gars qui vont chercher le soufre dans les volcans, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, il y a une conscience aussi, et il faut prendre conscience de tout ça. Pour moi, le bio conventionnel, ça ne va pas changer non plus on va dire les exploitations en fait. Voilà. Et ce terme-là, exploitation, ça me gêne. On a fini d'exploiter là, ça suffit. Et donc on reste toujours. Le bio ne va pas transformer les agriculteurs en paysans. Ils resteront toujours des agriculteurs. Et aujourd'hui, on arrive à faire du bio industriel. On retrouve tous les produits bio en supermarché. C'est quand même, à un moment donné, ça pousse toujours dans la production et ça ne va pas forcément dans l'intérêt, je trouve, des sols, du végétal et de tout ça. Aujourd'hui, moi je pense que quand on est en bio, il va falloir redevenir des exploitations à taille humaine et des exploitations paysannes. Et moi j'ai voulu devenir un paysan. Moi j'ai voulu travailler avec la nature. Hein. Donc moi je me contrains à ce que la nature m'impose. Et je n'ai pas voulu m'imposer à la nature. C'est surtout voilà, de l'observation et puis des choses simplement logiques. Je taille en février, je finis fin mars, début avril. Ça me décale mon débourrement, ça me décale ma floraison.
Donc au moment où certains ont déjà fait 1 ou 2 traitements, moi je débourre, je suis au stade presque juste une feuille, 2 feuilles, pas plus. Donc ça m'a décalé ma période de traitement. Ça me permet de passer les moments difficiles du mois d'avril-mai où souvent c'est pluvieux, c'est pas. Voilà. Puis bon, il y a les gelées. Mais moi, toute cette période-là, je ne traite pas. Et les principales maladies de la vigne chez nous, c'est le mildiou et l'oïdium. Ce sont des champignons, c'est des maladies cryptogamiques. Un champignon, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut qu'il ne se développe pas, on va le priver d'humidité. Voilà. Parce qu'il se développe si c'est humide. Donc on va essayer de sécher au maximum le milieu sur lequel il se développe, les feuilles. On peut sécher les feuilles sans assécher les sols et sans assécher la plante. Voilà, on peut et tout en les nourrissant. Donc la silice fonctionne très bien. La silice va pomper cette eau, va sécher, et la plante va s'en nourrir de la silice. Donc en même temps qu'on va fortifier la plante, on va sécher le milieu. Et ensuite, on peut y mettre quelque chose d'acide pour le brûler. C'est comme la cuisine. Quand on est dans la cuisine, si on veut cuire un poisson ou n'importe quoi, on y met du jus de citron, on y met du sel, on y met quelque chose d'acide. Et voilà. Donc là, j'emploie pas mal d'écorce d'orange. Je mets de la marjolaine, je mets de la reine des prés, enfin voilà. Donc plein de choses qui peuvent être acides. Tout ce qui est silice, marjolaine, reine des prés. Donc j'achète les broyats. C'est broyé très très fin. Voilà. Et ça, je l'utilise uniquement en poudrage. Donc je fais nuage de poudre en fait. Parce que la poudre, ça me permet déjà d'être relativement, d'avoir des traitements, on va dire, relativement efficaces. Puisque moi, j'ai qu'un atomiseur à dos, donc j'ai pas les gros appareils. Voilà, j'ai qu'un atomiseur à dos, donc il faut que le produit aussi arrive quand même à bien pénétrer dans les souches. Donc la poudre, ça s'infiltre partout. C'est la poussière, hein, donc ça va partout. Donc déjà, j'ai une bonne couverture, hein, tout en étant très manuel. Voilà, donc ça c'est en poudrage. Le poudrage, alors après, j'interviens que si nécessaire. Donc c'est toujours une observation du temps, de la météo, et puis de mes vignes, savoir s'il y en a qui sont malades ou pas malades, s'il y a des taches de mildiou ou s'il y a un peu d'oïdium. Enfin, tout ça, c'est de l'observation. S'il y a grosse pression, je mets du petit lait. Et dans le petit lait, je rajoute des huiles essentielles d'orange. Voilà. Le petit lait, donc c'est sous forme liquide forcément. Donc pareil, en pulvérisation avec mon atomiseur. Et le petit lait, en général, je mets 10%. Donc 10 litres de petit lait pour 100 litres d'eau. Et suivant s'il y a grosse pression ou pas, je rajoute les huiles essentielles. Et là, le dosage, c'est un peu comme j'ai envie. C'est suivant la pression, on en met un peu plus ou un peu moins. Pour être simple, c'est le côté qui va un peu cuire, un peu brûler. Donc l'orange douce. Voilà, l'orange douce, ça marche très très bien. Ça va me renforcer l'acidité du petit lait pour aider à combattre le mildiou et l'oïdium. Le petit lait va bien se coller sur les feuilles et sur le végétal, enfin, sur tout le végétal. Et en même temps, ça va venir me fixer les huiles essentielles. Ça sent les agrumes, c'est marrant. Voilà, on a l'impression que je jette des oranges dans mes vignes. Après, encore une fois, moi je suis un petit aussi. Donc est-ce que ça peut être fait à grande échelle? J'en sais rien. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrête les grosses structures et qu'on redevienne sur des structures un peu plus à taille humaine et de nouveau redevenir des paysans. Les animaux et la culture sont liés. On a besoin les uns des autres. Voilà. S'il n'y a pas les animaux, l'homme ne peut pas cultiver. Et s'il n'y a pas l'homme, quelque part,
les animaux aujourd'hui auraient un peu de mal aussi à se développer, parce que bon, voilà, forcément, c'est fait aussi pour nourrir l'homme. Donc on n'aurait pas cet équilibre. Mais on a réellement besoin des animaux. C'est inévitable. Voilà. On a voulu les remplacer avec des produits. On voit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est tout. Donc revenons à ça. Voilà. Moi j'ai les brebis, donc j'ai Jean-Yves qui passe régulièrement dans les vignes en période hivernale, parce que forcément l'été, il transhume, et puis il n'y aurait pas suffisamment pour ces brebis, et puis elles me mangeraient ma récolte quand même, donc c'est pas le but. Mais les animaux m'apportent beaucoup. Voilà. Il faut savoir aussi que tout le travail d'hiver sur les sols, par rapport au butage, débutage, tout ça, c'est fait en fonction de l'avancement des brebis. Voilà. Donc c'est au fur et à mesure qu'elles mangent mes parcelles, je vais éventuellement intervenir ou pas sur les sols. Voilà. Je préserve l'herbe pour donner aux animaux. Ça aussi, ça procure un bien-être. De dire je vais conserver l'herbe parce que quand les brebis vont arriver, elles vont se régaler. C'est quand même plaisant de venir dans un endroit et presque de dire on ne va pas trop venir y marcher parce que je ne vais pas marcher dans l'assiette des brebis. C'est leur repas. Donc c'est lié. On en a besoin. Voilà, on en a besoin. Et puis de part aussi les animaux nous ont permis de façonner un peu notre environnement pour pouvoir le cultiver. Donc tout est lié. S'il n'y avait pas eu les animaux, on ne cultiverait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on se doit de cultiver pour préserver les animaux. Voilà. Et en même temps qu'elles viennent manger, elles me restituent ce qu'il me faut dans mes sols. Et donc c'est un cycle. Moi, éventuellement, je leur donne, elles me le rendent. Et puis plus je vais leur donner, plus elles vont me rendre. Et quelque part, plus elles vont me rendre, mieux je pourrai leur donner. Donc tout est lié. Tout est lié et c'est pour ça qu'il faut tout préserver. Un sol, c'est quelque chose qui est vraiment indissociable du vivant. D'ailleurs, c'est indissociable des plantes. Parce que sans plantes, il n'y a pas de sol. Il peut y avoir des petites croûtes de bactéries, c'est ce qu'il y a sur une falaise, par exemple, ou une façade paravalée. Mais très rapidement, quand les petits organismes qui sont plaqués à la surface des roches ont abîmé la roche, l'ont pulvérisée, ça tombe. D'autres reviennent, mais vous n'avez pas de rétention. Les plantes, elles ont des racines, elles vont retenir les débris. Alors des débris d'ailleurs de double origine, à la fois les débris de la roche qui s'altèrent en profondeur, ou des cailloux qui petit à petit s'émiettent, se dissolvent, enfin, s'incorporent au sol, et puis aussi les restes d'elles-mêmes, les restes de matière organique qui est surtout végétale, des restes de feuilles, des restes de branches, aussi les restes de racines. Donc le sol en fait, c'est quelque chose qui est formé de l'attaque des roches par la vie de la surface, des restes des organismes qui attaquent les roches, le tout retenu par ces organismes et notamment les plantes, qui vont retenir le sol en place. Et en fait le sol, c'est une sorte de grande chambre, de grande salle d'attente. Il y a des morceaux de roche qui sont en attente de devenir des morceaux de roche plus petits, de se dissoudre dans l'eau du sol. Il y a des morceaux de plantes, des morceaux de bois, des morceaux de feuilles qui sont en attente d'être petit à petit attaqués et désagrégés par des microbes. Toutes ces particules sont en attente d'ailleurs pour une partie d'entre elles de partir par l'érosion, parce que les sols perdent régulièrement de la matière. Finalement, c'est une gigantesque salle d'attente, mais elle est vraiment gigantesque parce que sous nos pieds, quand les sols sont bien développés, un sol, ça représente dans nos régions quelque chose comme 1 à 2 mètres d'épaisseur. Et le fait de garder l'herbe dessus, ça va empêcher l'érosion, ça va empêcher l'évaporation. Parce que l'herbe va prendre, mais quand il n'y aura plus forcément assez d'eau, elle va mourir l'herbe. Donc, et ce tapis d'herbe sèche va continuer à garder l'humidité dans le sol. Tout ça, ça va aider la vie du sol. Parce que le verre, le lombric ou même les autres, s'il fait trop chaud ou trop sec, hop, il va s'endormir, il ne va plus bouger. Si c'est humide et si c'est tempéré, il va travailler. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de garder au maximum le sol
avec un minimum, on va dire, d'humidité et de température. La seule action, voilà, c'est avec mes chevaux, où je vais passer sous le rang, vraiment déchaussé, et pas plus. Voilà. Et avec les chevaux aussi, pour éviter de passer avec un tracteur, parce que le tracteur, ça tasse encore plus, mais le tracteur, ça va vibrer aussi. Et le fait de vibrer, ça risque, alors c'est d'aller pousser très loin, mais ça risque de détruire les galeries comme fait les vers. Et ces galeries-là, on en a besoin. Parce que dans ces galeries, il y a tout ce que le ver a déposé. Donc vraiment, finalement, le complexe argilo-humique, là où les plantes vont pouvoir venir se nourrir. Donc tout ça, il ne faut pas le détruire, il faut le laisser. Les besoins d'un sol en bonne santé, c'est de ne pas subir d'agression physique trop importante. Alors on pourrait dire un travail du sol très fréquent qui émiette le sol. C'est effectivement un travail du sol intense. Le tassement est une agression physique des sols. Ne pas lui faire subir une agression chimique, qui peut être une contamination par des pesticides ou d'autres molécules, qui peut être une salinisation. Ne pas, et puis lui fournir de la ressource organique qui permet au cycle biologique, au cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, du soufre, de fonctionner, et donc qui permet à des organismes vivants de se développer dans le sol. Il y a de multiples raisons de ne pas laisser le sol à nu. D'ailleurs, si ça pouvait être une couverture végétale vivante, c'est qu'on fait un usage plein des rayons du soleil. Mais si on ne peut pas toujours, dans des régions semi-arides, je veux dire, avoir des feuilles vertes encore pour la photosynthèse quand il ne pleut plus, c'est difficile. Mais maintenir même une couverture végétale morte, ça peut avoir un rôle utile parce que ça va sauvegarder le sol des agents d'érosion, que ce soit les vents dans des régions semi-arides, que ce soit nos fortes pluies et le ruissellement dans nos régions plus tempérées, mais où il peut parfois pleuvoir beaucoup. Oui, le sol doit impérativement être couvert. Au-delà de l'aspect structure du sol, bilan carbone et tout ce qui s'ensuit, je supportais plus trop de passer un tracteur dans les vignes. Et j'ai gagné en finesse dans mes vins depuis que je travaille à cheval. Voilà. J'ai des arômes que je n'avais pas avant. Voilà. Donc il y a l'être aussi qui fait que moi je suis mieux. Déjà dans ma tête, je suis 100 fois mieux. Selon le type de champignon qui colonise les racines des plantes, on peut avoir des effets sur le métabolisme de parties très éloignées du sol, comme les fruits par exemple. Et donc on peut avoir aussi, selon qu'une plante a ou non pu rencontrer certains partenaires microbiens dans le sol, des effets sur le goût. On est encore loin de savoir comment faire une plante qui soit meilleure au goût, évidemment. Mais on sait très bien que dans les paramètres, outre ce qu'est la plante, il y a ce qu'est le sol. Moi je suis heureux. Voilà. Le matin, quand je vais faire une journée à cheval, je suis heureux. Et ensuite, c'est le sentiment de bien faire. Et pas forcément être pressé. On va faire attention aux souches, on va faire attention à ça. On va intervenir quand il faut. Là, j'arrive le soir, oui, je suis fatigué, mais je suis bien. Et j'aime prendre le temps finalement avec ma famille parce que j'ai pas eu de bruit de toute la journée, parce que voilà, et de pouvoir parler aussi de ma journée. Aujourd'hui, on a bien travaillé avec Bulle ou avec Uno. Voilà, ça n'a pas son pareil. Voilà, ça n'a pas son pareil. On serait heureux si tout le monde était beaucoup plus proche de ça et qu'on essaye de changer cette façon de travailler. Oui, on serait plus heureux. On prendrait le temps et on redeviendrait vraiment des paysans, des hommes et des femmes de la terre.